Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue à nos étudiants, à nos apprenants aujourd'hui dans les locaux de Césy Nanterre, dans l'amphithéâtre, donc ingénieur, apprentissage généraliste, dernière année de cycle. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui nous regardent via le lien live, donc notre campus d'Orléans en particulier, mais tous les autres campus, nos apprenants, nos tuteurs, nos partenaires, nos entreprises et évidemment vos réseaux aussi professionnels ou personnels, excusez-moi. Vous avez la possibilité de diffuser ce lien live à toute personne intéressée. Du soir. Ah, l'ordinateur du causeur me fait une petite blague. Donc vous pouvez évidemment diffuser ce lien, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, c'est un lien annuel, toujours le même lien pour l'ensemble du programme, avec des sujets variés. Les causeries Césy, c'est pour tout le monde. Ce sont des sujets vulgarisés, mais qui apportent évidemment des connaissances. On est sur une 8e saison cette année. 8 saisons déjà qu'on vous propose tout ça. 4 saisons avec un lien live. Vous avez la possibilité également de voir des replays sur la chaîne YouTube Césy, dans les playlists YouTube, les causeries Césy tout simplement. N'hésitez pas à aller voir des sujets qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de poser des questions, évidemment. Je l'ai rappelé donc dans la salle en amont, mais via le live, vous pouvez également poser des questions via l'adresse mail causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Vous notez bien votre question précise et je prendrai la parole pour la relayer. Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Thierry Souillard. Donc, oui, tout va bien. Voilà. Qui va vous parler. Alors, c'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé encore sur les dernières saisons. Le commerce international. On a eu beaucoup de demandes voilà, d'aborder des thématiques un peu marketing, business, etc., qui est un vrai plus pour vous dans vos formations, autre que technique. Donc là, Thierry a vraiment, voilà, est là pour vous parler de ce commerce à l'international, vous donner des pistes, des outils et vous donner la possibilité d'échanger évidemment sur cette thématique. Merci à lui, on peut l'accueillir chaleureusement. Je lui donne la parole. Bonne causerie à tous et à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup par avance et merci de votre accueil. Donc, je salue également donc les gens qui sont en site déporté. Donc j'ai le privilège en effet d'ouvrir une matière que vous ne connaissez pas ou a priori que vous ne connaissez pas. Et donc ce sera avec plaisir que je vais partager avec vous la passion que j'ai et d'avoir trouvé ma voie et de pouvoir le pratiquer depuis maintenant quasiment 30 ans. Au titre des anciennes causeries, je vous invite à revisiter la causerie du 22 février dernier, dans laquelle on parlait de l'expérience de l'expatriation. Il y avait des choses très intéressantes, et donc notamment sur les différences culturelles entre les pays dits relationnels et les pays orientés business, et puis les pays entre les deux. Donc il y a des choses très très intéressantes à voir et à aller chercher pour vous aider à réfléchir sur l'approche business dans des cultures différentes. Voilà. Donc, qui suis-je rapidement ? Je suis un ancien du Césy. Il y a maintenant 29 ans, j'étais à votre place sur un autre site, c'était à Ivry à l'époque. Et donc, Césy qui a changé ma vie professionnelle, clairement. C'est quelque chose d'extrêmement important et qui a été important pour moi. J'ai un premier tiers de carrière dans l'armée de l'air. Donc, avant d'être au Césy, j'étais dans l'armée de l'air, donc avec des fonctions techniques, opérationnelles. Et puis, j'ai terminé dans l'état-major. Et depuis 29 ans exactement, il y aura 30 ans l'année prochaine, donc ça fait 30 ans que je fais du commerce. Et donc mes terrains de jeu j'ai jamais travaillé de ma vie. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pris tellement de plaisir que c'est comme si c'était quelque part un loisir, quoi. Faire des affaires et gagner des affaires partout dans le monde quasiment, c'est vraiment un vrai plaisir. Voilà. Et donc mes terrains de jeu ont été successivement l'Île-de-France quand j'ai commencé en sortie du Césy, puis ensuite rapidement l'Europe et le grand export, donc le hors Europe. Je vous ai mis en point de vue tous les pays dans lesquels je suis allé travailler, faire des affaires, essayer d'en faire. Je n'ai pas réussi à en faire partout, mais en tout cas j'ai été confronté à ces cultures-là.
Donc, j'ai passé 6 années d'expatriation également en Espagne, donc pour un grand groupe français, une filiale d'un grand groupe français, jusqu'en 2012. Et depuis 2014, je suis dans l'impression 3D. J'ai fait du plastique, j'ai fait aussi beaucoup de métal. D'ailleurs, je connais bien Jean-Daniel Penaud qui est ici. Et puis, le 21 janvier dernier, j'ai décidé de créer ma société de conseil pour accompagner de manière privilégiée soit les startups, ce qu'on appelle les scale-up, donc la phase où l'entreprise n'est plus tout à fait une start-up et n'est pas encore une entreprise en tant que telle, pour les aider dans leur développement. Donc je suis en discussion actuellement avec une start-up justement dans la 3D pour les accompagner dans leur développement. Voilà. Et alors quand ce thème a été mis en réflexion, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire. Et en fait j'ai décidé de partager mon expérience. Donc vous allez voir, j'ai à chaque fois des exemples vécus de situations parfois singulières, donc, et parfois fort comiques, qui restent pour moi, et des moments difficiles aussi, qui restent des bons souvenirs. Donc, globalement, un premier socle technique qui a été la base comment dire, le socle technique qui m'a permis de pouvoir travailler sur le commercial et surtout me donner déjà quelques premiers outils que j'ai enrichis tout au long de mes expériences professionnelles. Et puis, même quand j'ai eu des postes de direction, où j'avais des équipes à piloter, à manager, à animer, en fait, j'ai toujours gardé un pied dans le terrain, parce qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Donc, quand on fait des affaires, c'est un peu comme quand on commence à gagner des affaires, on a envie d'en gagner, toujours d'en gagner plus, etc. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que le business développement dans les technologies? Donc, c'est faire du chiffre d'affaires rentable, et puis que chaque client deviennent un client fidèle dans les entreprises dans lesquelles nous sommes. Donc c'est très important de garder ça à l'esprit, cette notion de pérennité. Je vous ai décrit ici des choses que j'aurais aimé pouvoir rentrer plus en profondeur avec vous dans les différentes tâches en fait, d'un commercial. Et malheureusement, en 1 heure de temps, il faut faire des choix. Donc voilà. Donc on commence par de la prospection, la rencontre avec les prospects et les futurs clients. Ensuite, on fait de la qualification de rendez-vous, c'est-à-dire que faire de chaque rendez-vous une réussite, en fonction de l'objectif qu'on s'en est fixé. On a le plaisir et l'honneur d'être éligible à faire une offre commerciale par le client, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois des clients qui refusent ne serait-ce que vous de soumettre une consultation, parce que vous êtes trop petit, parce qu'il ne vous connaît pas, etc. Ou parce que vous avez parfois, ça arrive qu'on ne peut pas travailler non plus avec tout le monde. Il y a des fois des clients qui vous disent non, je ne vous enverrai pas la consultation. Voilà. Ensuite, on bâtit une proposition commerciale en fonction du besoin de ce client, son besoin explicite à travers son cahier des charges. On vient le défendre comme on est dans un environnement B2B. Donc on vient le défendre devant une sphère de décision dans laquelle on retrouve à la tête de la sphère de décision, on retrouve le décideur, on retrouve ensuite le directeur technique, le directeur des achats, le directeur qualité, le directeur de la logistique. Enfin, on a toutes les grandes fonctions d'entreprise qui sont prises, qui ont parti pris avec l'affaire en question. Et puis, on peut aussi avoir des prescripteurs externes, comme des consultants qui ont pu faire une analyse fonctionnelle, par exemple, d'un projet, quel qu'il soit. On peut aussi bien... donc, ça peut se décliner aussi bien dans des projets informatiques que de la fourniture de pièces à forte valeur ajoutée ou d'équipements industriels, par exemple, comme plus particulièrement une imprimante 3D, par exemple. Voilà. On parlera un petit peu de la concurrence. J'ai mis de côté les objections, parce que rien que sur les objections, on pourrait y passer 15-20 minutes. Donc, la concurrence, la négo, et puis ensuite, décision closing, ça aussi, j'ai été obligé de le retirer parce que sinon, je ne tenais pas le planning. La réalisation et la suite. Donc là, on est dans la phase production, et puis on prépare le projet d'après, où on prépare une relation longue durée avec ce client. Voilà. Donc là aussi, cette démarche est à moduler en fonction de la taille de l'entreprise que l'on représente. Si on est dans une multinationale avec plusieurs milliers de salariés, eh bien évidemment, je veux dire, le commercial, il peut, dans certaines phases, ne plus être impliqué au quotidien. Par contre, quand on travaille dans une PME, dans une TPE, eh bien là, le commercial, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui est partout. Il est sur les aspects techniques, il peut être sur les aspects qualité, et moi j'ai vécu ça. Il peut être sur des aspects logistiques, parce que vous prenez le client qui n'est pas content parce qu'il n'a pas été livré à l'heure, donc c'est vous qui l'appelle, il n'appelle pas le logisticien de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est extrêmement important, et j'ai eu ce privilège de travailler, même dans des grands groupes, j'étais dans des divisions à taille humaine, donc de l'ordre de, on va dire, 150, 250 personnes.
Donc là, voilà, le commercial est vraiment le chef d'orchestre sur chaque affaire. Et puis en plus, il est responsable du développement du chiffre d'affaires global de son portefeuille. Voilà. Puis les habitudes viennent d'être complètement bouleversées il y a 2 ans. Aujourd'hui, fini les déplacements au Japon pendant 2 ans, fini les réunions en présentiel avec les clients. Fini les visites d'entreprise, les visites d'usines, lorsqu'on fait des produits techniques. Par exemple, quand on travaille, moi qui travaille dans l'aéronautique, donc fini les visites de chaîne d'assemblage finale pour voir tel ou tel problème sur un avion ou tel produit sur un produit du concurrent. Voilà. Donc il faut s'adapter à tout ça. Donc je vais essayer, tant que faire se peut, et en fonction du planning, de vous décliner mes expériences au Japon, en Amérique du Nord, donc USA, Canada, un peu en Europe, en France bien sûr. Et puis, je voudrais juste vous préciser que le commercial, et le commercial en général, mais le commercial international également, on passe notre vie, c'est l'école de la patience, c'est l'école de l'attente. Donc on passe nos vies à attendre. On attend les taxis, on attend les trains, on attend les avions, on attend dans les salons d'aéroport, dans les hôtels, on attend dans les salons clients. Donc pour moi, qui suis, humainement extrêmement impatient, ça a été une vraie école de vie, donc un vrai exercice de style pour moi. Et puis l'école du doute également, parce qu'on est un peu, enfin en tout cas, on est souvent assez parano, parce que tant que la commande, vous ne l'avez pas dans les mains, signée du client, la commande, elle peut vous échapper. Vous pouvez très bien avoir un concurrent qui passe derrière vous, qui peut faire une baisse de prix ou qui a une offre plus compétitive, ou parce qu'il a des liens particuliers avec un client. Donc tant que vous n'avez pas la commande, vous n'avez pas la commande. Donc il faut bosser, il faut tout faire pour avoir cette commande. Ou ces commandes. Voilà. Donc la prospection. Ça, c'est la première étape d'un commercial qui démarre, et moi j'ai vécu ça dans l'informatique. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est bien le contraire, c'est une citation de Sénèque, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Donc c'est une chose à méditer. Et donc on a le droit de demander tout ce qui nous vient par la tête, tout ce dont on a besoin en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, à condition de le demander gentiment, poliment à l'interlocuteur ou aux interlocuteurs. On n'a pas de limite, pas de tabou, laissez les autres. Quand vous posez une question, par exemple, sur qui est ma concurrence, qui j'ai en face de moi, souvent vous avez soit des clients qui vous disent « Ah ben non, je ne peux pas vous le dire », ou alors quel est votre budget pour ce projet, parce que quand on fait un appel d'offres, ça veut dire que ça a été budgété. Donc on a déjà l'enveloppe budgétaire. Donc à la question du client, est-ce que vous pourriez m'aider à me confier quelle est votre enveloppe budgétaire, de manière à travailler dans votre épure. Souvent, les clients vous disent « Ah ben non, faites-moi l'offre, et puis après, on verra si on discute ». Donc, c'est ça aussi. Bon, ben là, on pose la question, et puis on a ou on n'a pas toujours la réponse, mais bien souvent, on peut reposer la question un petit peu plus tard dans l'entretien, et on finit par avoir des éléments. Ou quand on a remis la proposition commerciale, on l'amène. Alors à l'époque, on pouvait l'amener sur le bureau du client et puis voir ses mimiques quand il voit le budget. Eh bien, on récupère des informations et on peut savoir si on est au-dessus ou en dessous, de combien, de 10%, de 20%, de 30%, de moitié. Des fois, on vous dit, vous êtes 2 fois plus cher. Voilà. Après, il faut essayer de creuser un petit peu tout ça, comprendre les écarts, parce que bien souvent, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du même produit, surtout quand on est 2 fois plus cher. Et puis, parfois, on laisse partir des affaires, parce qu'il vaut mieux que ce soit le concurrent qui se plante, ou qui peut-être avait l'intention de passer des avenants en cours de projet. Et donc, plutôt que de prendre des affaires à prix marginal. Donc, et une chose importante aussi, c'est que quand on sollicite un prospect ou un client, mais surtout un prospect, puisque là on est en phase de prospection, eh bien, on voit en fait si ce prospect est prêt à travailler avec vous en fonction de sa disponibilité. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est fuyant, qui ne répond pas à vos appels téléphoniques, qui ne répond pas à vos courriers électroniques, qui vous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps à vous accorder, etc., c'est quand même des signes qui ne sont pas très positifs. Et donc avec un client qui sera prêt à s'engager avec vous dans une affaire, ce client trouvera toujours du temps, même si ce n'est pas beaucoup de temps, trouvera toujours du temps pour vous accorder et surtout répondre à les questions importantes. Donc, il faut être curieux. Après, les sources de prospection, les sources de chasse, c'est des sources aujourd'hui que moi j'utilise dès à présent. Les réseaux sociaux, Internet, la presse, le web marketing, plutôt sur des produits standardisés. Quand on travaille sur des produits sur mesure, par exemple des chaînes d'assemblage ou des équipements vraiment très optionnés et que le client peut choisir comme il choisirait un Lego, par exemple, en fonction de son besoin. La presse professionnelle, les annuaires, et puis nos relations personnelles. Vous allez voir un exemple que je vais partager avec vous.
J'ai commencé dans une société qui s'appelait Ellipse à l'époque, qui a été absorbée depuis, en 93-94, un disciple de Serge Kampf, donc de Capgemini Sogeti. Et là, je peux vous dire que j'en ai bavé en sortant du CESI. Hein. Donc j'avais 2 tréteaux, une belle planche bien vernie, un téléphone, un ordinateur, et il fallait que je remplisse mon agenda de la semaine. On avait 4 jours de prospection. Donc on était au bureau le lundi matin, on était au bureau le vendredi après-midi, lundi matin pour préparer les rendez-vous de la semaine, le vendredi après-midi pour faire les comptes rendus et lancer quelques actions quand il y avait des actions à faire. Et le reste du temps, on était en clientèle. Le PDG qui passait, donc j'étais dans une filiale, dans la filiale parisienne, et le siège était à Lyon. Et donc le PDG passait à l'improviste et pas de commerciaux dans les bureaux. Les commerciaux, c'est dehors. Voilà. Donc ça a été une expérience très riche. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Donc voilà, j'ai pointé, je me suis fait des anti-sèches parce que comme je peux pas, si je veux pouvoir bouger, je peux pas être devant mon PC malheureusement. Donc je voudrais vous parler des expériences personnelles. Donc comment dire, je m'inscris je suis coopté pour un comité d'administration d'une académie de danse dans la ville où je vis. Et puis, fraîchement arrivé, on fait un tour de table et je découvre par hasard que, alors j'étais dans l'informatique à l'époque, hein, je découvre que par hasard, il y a une officier supérieure qui est de la Marine nationale. Ah, je lui dis, Morissette, c'était son prénom, je lui dis, Morissette, est-ce que tu peux m'aider à rencontrer des patrons d'informatique dans la Marine nationale? Ben, la semaine suivante, j'avais 2 noms, j'avais 2 rendez-vous qui étaient vendus parce que cette dame-là m'avait aidé. Hein, donc dans mes relations personnelles, dans vos relations personnelles, on a tous des relations et on ne les exploite pas. Donc ça m'a permis de rentrer dans l'informatique opérationnelle de l'autre côté de la Seine à Houille, et puis ici à Bois-Colombes au service du personnel de la Marine. On a gagné des projets, et puis le projet du centre informatique du personnel de la Marine m'a permis de rentrer au fort de Rosny-sous-Bois à la direction informatique. Voilà. Je voudrais vous parler aussi d'une aventure qui m'est arrivée avec Bombardier. Donc, de retour dans l'aéronautique, après un regroupement entre mon principal concurrent et puis ma société, donc, je choisis d'aller prospecter au Canada. Après avoir fait de l'Europe, j'ai décidé d'aller faire du grand export. Et j'apprends dans la presse, dans un bouquin qui s'appelle Aerocosmos, qui est la revue spécialisée, j'apprends que la compagnie Britair, donc est à Morlaix, en Bretagne, est la compagnie de lancement du CRJ 700, donc le 70 places de Bombardier. Ni une ni deux, je provoque un rendez-vous avec le directeur technique de cette compagnie aérienne, que je ne connaissais pas personnellement, mais grâce à un collègue d'une autre division. Nous montons un rendez-vous, on va à Morlaix. Je passe 2h30 avec le directeur technique à lui parler de ce que je voulais faire, pénétrer Bombardier, tout simplement, hein, le constructeur d'avions. Et donc, 2 choses qu'il fait pour moi. Donc, on l'invite à déjeuner pour le remercier. On passe un bon moment, un déjeuner d'affaires, à parler de la pluie, du beau temps et des affaires. Et il me fait 2 choses. Il m'ouvre accès à Lyon Maintenance, à l'aéroport de Lyon-Bron, où on a passé une nuit avec un technicien de mon entreprise pour analyser tous les pièces techniques d'étanchéité. Donc les joints de porte, les joints des ailes, trappe de train, le plan horizontal arrière, etc. On a pu disséquer, on a même eu accès à des pièces de concurrents qu'on a pu regarder, analyser, toucher. Voilà. Certains rebuts aussi en quarantaine qu'on a pu repartir avec. Et puis la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a ouvert la porte du support aux compagnies aériennes à Montréal. Donc j'ai eu l'accès avec le Customer Support de Bombardier. Une personne que j'ai contactée, donc là on est en janvier 2000, donc ça fait 22 ans maintenant. Et donc tout au long des semaines qui ont suivi, j'appelais cette personne très régulièrement, de manière à nouer des relations francophones. Hein. Bon, ben, les Québécois sont parfaitement bilingues, surtout dans l'aéronautique. Les liens se sont construits et je débarque en mars 2000 pour un rendez-vous à Montréal. Et donc là, je suis reçu, puisque on était déjà quelque part, la relation était déjà construite. Je suis reçu par cette personne qui entre-temps, est devenue un ami. Non, on connaît nos familles respectives, on connaît nos enfants respectifs. Et puis cette personne avait invité 3 chefs de service sur les différents programmes avions qui étaient en cours chez Bombardier. Donc lui a fait le boulot pour moi, en fait. Et donc, ce qui fait que ces 4 premiers jours passés à Montréal ont été pour moi exceptionnels. Je suis reparti, j'ai quitté Montréal pour aller à Toronto. J'avais plus une carte de visite parce que tout le monde voulait me voir, tout le monde voulait soumettre des demandes techniques, etc. Et on commence toujours comme ça. L'autre point important
Alors celui-là, il est épique aussi, chez Boeing. Donc 787, hein, donc le gros porteur de Boeing aujourd'hui, qui à l'époque s'appelait encore le Dreamliner ou le 707. Et donc je suis au Japon, chez un client, donc chez un prospect, à essayer de développer mes affaires. Puis je rentre à mon hôtel le soir, après quelques jours de Japon, épuisé psychologiquement, parce que c'est difficile de discuter avec les Japonais. L'anglais n'est pas toujours bien maîtrisé, et puis il faut être patient. Et puis c'était le défilé des équipes intégrées sur les ailes. Toutes les parties mobiles, à l'avant, à l'arrière, etc., les trappes de train, et chaque équipe vient, ils viennent à plusieurs, et puis ils vous posent plein de questions. Voilà. Je rentre le soir à l'hôtel, un peu épuisé, je me dis, tiens, je vais faire du sport. Donc je vais à la salle de sport de l'hôtel, je vais sur un tapis, puis j'étais devant la baie vitrée à côté, et je regardais Nagoya à l'arrière, et je courais, je pensais à rien. Puis d'un seul coup, j'ai un gaillard qui vient se mettre sur le tapis d'à côté de moi, et puis dans la transparence de la vitre, je vois marqué Boeing sur son t-shirt. Donc à un moment ou un autre, ben, j'entame la discussion, je dis bonsoir monsieur, enfin, tout ça en anglais bien sûr, hello sir, how are you doing, etc. Et je lui dis vous êtes de Boeing? Il me dit oui, je suis de Boeing. Je dis vous êtes ici pour le business? Il me dit oui, je suis chez Mitsubishi, je viens pour travailler sur les ailes du 787 aujourd'hui. Ah, j'ai dit très bien, écoutez, moi je représente une filiale Hutchinson, et donc on travaille sur les ailes de l'Embraer 170-190 chez un autre donneur d'ordre japonais. Puis je lui dis, après le sport, si vous voulez, on boit une bière, et puis si vous êtes disponible, on dîne ensemble. Très bien. Il me dit, il n'y a pas de problème, parce que les Américains, vous verrez dans la présentation de Laurence Camtong, les Américains sont direct orientés deal. Ça veut dire que si lui, il a un intérêt, il vous dit oui tout de suite. Il ne va pas vous dire oui, peut-être que, machin, ou il ne va pas vous dire oui, peut-être, et puis il ne vous répond pas. L'Américain est direct, l'anglo-saxon est direct. S'il y a un besoin, il vous fait. Et donc on dîne ensemble, et je lui dis, dans 3 semaines, on échange de cartes de visite, etc. Et je dis, dans 3 semaines, je suis à Seattle dans ton bureau. Il me dit, il n'y a pas de problème. Bon. Alors je vais déroger un petit peu à mon plan. 3 semaines plus tard, j'arrive à Seattle. J'étais avec mon commercial, donc Amérique du Nord. On arrive à Seattle, le gars malade. J'avais fait 1/3 du globe en avion, juste pour le voir malade. Donc là, épisode, hein. Donc je ne peux pas rentrer bredouille, c'est pas possible. Donc on était dans le lobby de Boeing avec mon collègue, et puis on attendait, on a passé la matinée à attendre. Il y avait deux charmantes hôtesses qui étaient gênées pour nous, parce que je lui ai dit, j'ai traversé 1/3 de la Terre, c'est pas pour me casser le nez, quoi. La matinée se passe, et elles me disent, écoutez, elles nous disent, allez déjeuner, parce qu'il ne se passera rien ce matin. C'est l'heure du déjeuner, tout le monde mange, etc. Bon. Et donc, je réfléchis, et puis je dis à mon collègue, mon collaborateur, Christophe, je lui dis, écoute Christophe, ça sent quand même pas bon, hein, donc on va rentrer bredouille, et ça, il n'est pas question qu'on rentre bredouille. Et donc, je lui dis, comme elles ont été charmantes avec nous, et on va encore avoir besoin d'elles, on va passer chez le fleuriste. Donc on s'est arrêté chez un fleuriste, on a acheté 2 énormes bouquets de fleurs. Et on s'est dit, on va les remercier parce qu'elles nous ont permis d'attendre dans le lobby, alors que beaucoup nous auraient dit, vous devez repartir à votre hôtel, vous devez quitter. Et donc on est revenu avec 2 bouquets de fleurs. Mon collègue, qui était jeune commercial, je lui dis, écoute Christophe, c'est toi qui es en Amérique du Nord, c'est toi qui vas avoir besoin de rentrer chez Boeing quand je serai reparti. Je dis donc, c'est toi qui vas amener les bouquets. Alors lui, il venait de la technique, il n'avait jamais fait de commerce, il me dit, non, je ne fais pas ça. Je dis, si, tu vas faire ça. Je dis, parce qu'il faut qu'elle se souvienne de toi. Quand tu reviendras et que ça se passe bien, il faut qu'elle se souvienne de toi. Et donc, il a pris ces 2 bouquets, je lui ai piqué sa sacoche avec son ordinateur dedans, puis je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui rentres avec les bouquets. Alors, il était dans un état, il était rouge comme un extincteur. Il s'est pointé, donc, et puis il a offert les bouquets. Alors là, les deux hôtesses américaines charmantes, des cris pas possible. Oh my God, the French, etc., etc. Oh Paris, I love Paris, etc. C'est véridique, hein, véridique. Eh bien, vous n'allez pas me croire si vous voulez. L'après-midi, elles nous ont fait rentrer dans l'antre de l'aéronautique américaine. On s'est assis dans le bureau du directeur de programme du 787. Bien sûr, c'est un homme très pris. Et puis à l'époque, le projet était en développement, un projet monstre pour Boeing. Hein. C'est l'avion qui rafle tout et qui a déclenché les 350 chez Airbus. On a passé l'après-midi, on a rencontré le patron à 5h du soir. On a attendu pendant toute l'après-midi que le patron se libère. Pendant ce temps-là, je finalisais ma présentation, qui était bien rodée. Et puis entre-temps, toutes les 20 minutes, j'allais au sanitaire.
j'allais me laver les mains. Et jamais je prenais le même chemin. Parce que quand vous êtes sur un plateau de développement, ben vous avez des équipes intégrées, vous avez des Japonais, vous aviez des Français de la TechOR de Toulouse, vous aviez des Anglais, vous aviez, etc., des Taïwanais, etc. Donc voilà, toutes les nationalités. Et à chaque fois, je changeais de chemin. Parce qu'on arrive à voir les noms, on a les drapeaux déjà, et puis on arrive à voir les noms. Et là, j'ai rencontré des Japonais que je connaissais, que j'avais rencontrés au Japon, qui nous ont permis de faire des affaires sur ce programme Boeing au Japon plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que je cite comme un cas d'école. Dernière chose que je voudrais citer, les assises de la fabrication additive ici à Centrale Paris. Je regarde le temps parce que je ne vais pas tenir le délai, mais ce n'est pas grave. Je suis tellement heureux de partager ces expériences avec vous. Je rencontre un conférencier, professeur Ian Campbell, de l'université de Loughborough, donc près de Birmingham, en Angleterre. Je m'occupais de développer le UK dans la société où j'étais chez BIM à Strasbourg, à l'époque, donc une start-up en fabrication additive. Et donc, Ian Campbell termine sa présentation. Je descends le voir, je descends l'estrade, et puis je descends le voir, je lui donne ma carte de visite, il me donne la sienne, et je lui dis, Yann, would you like to welcome me in a few days, a few weeks? Ok, no, pas de problème. Donc, je dis, dans 2 semaines, je suis à Loughborough, dans ton bureau, et puis je t'expliquerai ce que l'on fait, et puis j'aurai besoin de ton aide. Charmant, le monsieur, charmant, scientifique de haut niveau, un homme charmant. 2 semaines plus tard, j'étais donc dans le bureau de Yann, reçu comme un prince, café, thé, petits biscuits, etc. On passe 2 heures ensemble et je lui explique ce que je veux faire. Il me dit, OK, tu contactes telle personne du Manufacturing MTC, Manufacturing Technological Center à Coventry, David Wimpenny. Et je lui dis, Yann, est-ce que tu veux bien lui passer un petit courrier électronique et me mettre en copie et lui dire que ce serait bien qu'on se rencontre? Et donc, il fait ce boulot pour moi. Je vais voir David Wimpenny très rapidement. C'était un déplacement sur 1 semaine. Le lendemain, je suis chez David Wimpenny et rebelote. Donc, David Wimpenny m'explique ce qu'ils font. Je lui explique la stratégie et je lui demande est-ce que je pourrais rencontrer des gens intéressés par cette technologie-là? Il me dit oui, il faut aller à l'université de Nottingham. On remonte un petit peu plus au nord, 2 heures au nord de Coventry. Je rencontre un autre professeur charmant, professeur émérite, Adam Clare. Et là, caverne d'Ali Baba, il me dit, OK, Rolls-Royce a un projet actuellement, donc il faut que tu ailles chez Rolls-Royce à Derby. Donc je répète, Adam, est-ce que tu veux bien m'introduire auprès du patron qui pilote cet appel d'offres et ce projet? Le rendez-vous était pris, premier contact pris dans la journée, première visite, change complètement mon planning, je décale un rendez-vous qui était prévu, et je fonce à Derby voir Rolls-Royce, qui est un grand motoriste dans l'aéronautique. Voilà comment, petit à petit, et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quelques dizaines de semaines plus tard, construction d'un appel d'offres sur la base du besoin de Rolls-Royce. Nous sommes en amont, donc on peut aider à écrire le cahier des charges, et on emportera la décision. Cette machine est aujourd'hui à l'université de Sheffield, donc à côté de Rolls-Royce, et coopère sur des développements importants. Voilà. Dernière chose par rapport pour une déclinaison Japon. Alors les Japonais ne sont pas comme nous. Hein. Donc, c'est-à-dire que chez eux, un Japonais jamais ne va toquer à une porte fermée s'il n'y est pas invité. Jamais il va prendre son téléphone et appeler un donneur d'ordre, quelqu'un qui peut être plus âgé que lui ou pas nécessairement, une fonction plus importante. Jamais. Ça, c'est impoli, c'est irrespectueux. Par contre, moi, quand j'allais au Japon, moi, je peux faire. Moi, je peux toquer à une porte même si elle est fermée. Et même si c'est un Japonais qui est derrière. Voilà. Donc les gens qui sont habitués à faire de l'international, notamment, sont habitués à ce genre de comportement aussi. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Rencontre avec les prospects. Donc là, la séduction commence dès la première rencontre. Hein. C'est important et tout est important. La façon dont on se comporte, la façon dont on est habillé. S'il y a un dress code où il faut une cravate, ben on met une cravate. Voilà, par exemple. Hein. Le sérieux, la préparation du travail, on va voir ça. Le sourire et le regard. Parce que si vous avez choisi un métier que vous aimez, ben automatiquement, vous allez être heureux de le pratiquer. Ça, c'est essentiel. Hein. Et comme dans l'entretien d'embauche, oui. Merci. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça vous est déjà arrivé
de ne pas avoir quelqu'un qui réagit de la bonne manière face à votre comportement, comme vous dites, avenant, ou vous osez faire des choses? Alors, je cherche dans mes exemples, je note la question, et parce que je n'ai pas prévu de le dire, mais je peux vous le dire là maintenant, dans ma carrière professionnelle, ça a été vraiment une satisfaction de tous les jours, même si j'ai eu des fichus quarts d'heure parfois, hein, mais plus avec les organisations pour lesquelles je travaillais, parce que j'ai des fois été sanctionné parce que je travaillais trop. Voilà. Et je me souviens même un directeur général qui m'a dit un jour, il faut que tu comprennes que tout le monde ne peut pas aller à ta vitesse. Donc c'est bien d'être une locomotive, mais il faut que les wagons suivent, quoi. Voilà. Donc, et donc j'ai très peu perdu d'affaires dans ma vie. Voilà, très peu. Et la dernière que j'ai perdue, c'était avec le centre AFPA d'Orléans, et j'ai encore mal. Elle me fait encore mal, parce que j'ai pas été bon ce coup-là. Trop sûr de moi. Voilà. Mais je note la question. Donc la première, on n'a pas deux occasions de donner une bonne impression. Jamais. Même, et c'est pareil dans un entretien d'embauche, hein, d'ailleurs. Si vous cherchez un stage ou vous cherchez un job. La préparation du rendez-vous, hein, quel objectif? Et donc, vous allez voir des icônes là, que je fais apparaître volontairement. La découverte, hein, avec les questions ouvertes. Une fois qu'on a posé les questions ouvertes, comment, pourquoi, comment faisiez-vous jusqu'à présent, comment gériez-vous les problèmes, objet du projet, etc. Ensuite, on se tait. On écoute, et on écoute jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire, on gère le silence aussi, hein. Quand on est un commercial, on est en mode fonctionnement. Enfin, personnellement, je change complètement le logiciel là-haut. Je ne suis pas comme dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il m'arrive des fois de poser une question à des clients et puis d'attendre dans le silence. Je peux vous dire que c'est long. 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. On attend que l'autre nous réponde. Et nous réponde des choses importantes en fonction de l'objectif que l'on a. Maintien conscient de tous les instants. Sur l'objectif, l'exemple que je vais vous citer après, on peut prendre des notes. Si on est très poli, on veut être très poli en fonction de la culture, on demande si ça gêne de prendre des notes. Donc c'est un moyen aussi de montrer qu'on a de l'éducation. Hein, voilà. On a deux oreilles, hein, comme disait, je crois que c'est Confucius, et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. On est loin d'être comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Et moi aussi. Hein. Et puis, quand on parle, c'est qu'on a des choses intéressantes à dire. On ne parle pas pour parler. Voilà. Je voudrais juste vous... Ah, c'est plus tard, ça vient plus tard. On va dire 80-90% de notre réussite en entretien, ça vient de la préparation. Et moi, je m'étais fait une checklist. Hein. J'avais une checklist avec, vous savez, tous ces symboles là que je vous ai dessinés, que je vous ai mis sur le tableau. Eh bien, moi, j'avais ça sur ma checklist. J'avais une checklist A4 dans mon cahier, sous plastique, et donc ça me servait de guide dans mes entretiens, avec des questions ouvertes. Et j'ai construit cette checklist quand j'étais dans l'informatique, et je l'ai utilisée après quand j'étais dans l'aéronautique. Je l'ai réadaptée, parce que les besoins, les projets ne sont pas les mêmes, les natures de projets. Ça permet d'avoir de cette checklist de la flexibilité intellectuelle, de la liberté. Ça veut dire que votre prospect, votre client, des fois, il vous emmène dans ses délires, dans ses propres délires. Il vous parle de ses loisirs, il vous parle de sa passion pour le golf, pour la pêche, pour les voitures, pour le cinéma, pour la peinture, le théâtre, enfin, je sais pas, voilà. Et puis à un moment, quand ce sujet se tarisse, ça sèche, et ben à ce moment-là, hop, on revient par une question, on le recentre sur l'objectif que l'on avait. Et donc... Et en tête, j'avais bien sûr les remerciements pour m'accorder le temps nécessaire. De combien de temps disposons-nous? Parce que si on a 15 minutes ou si on a 1 heure, eh ben, le rythme des questions ne va pas être le même du tout. Hein, et toujours centré sur l'objectif. Donc l'écoute active, on en parlait, le regard, la prise de notes. Et puis tout ça, les prises de notes, donc, vont nous servir à remercier et faire une synthèse de la discussion qu'on a eue quand on a un projet qui peut venir avec ce prospect. Je ne sortais pas, quand moi j'étais dans l'informatique, je ne sortais pas du rendez-vous sans avoir au minimum 2 noms à appeler de sa part. Donc poser des questions, on ose, on pose des questions, qui puis-je rencontrer de sa part? Et là vous faites pareil, si vous avez entretien d'embauche et puis que vous voyez que le besoin n'est pas immédiat, qui pouvez-vous rencontrer de sa part voilà, et vous aider dans votre projet. Voilà.
Airbus Hydraulique, ici il est là l'exemple. Voilà. Là. Donc je suis chez Airbus Hydraulique, donc je m'occupe du marché européen et pour aider le client avec un problème de fuite hydraulique. Il y avait des avions immobilisés en Asie, Singapour, Hong Kong, en Chine, pour fuite hydraulique. Donc quand un avion fuit de l'hydraulique, en fonction du taux de goutte à la minute, l'avion est arrêté ou pas, ou peut revoler. Je suis dans le bureau, nous sommes avec mon salarié toulousain, nous sommes dans le bureau du patron de l'hydraulique chez Airbus, donc un cadre dirigeant quand même, quelqu'un d'important. On a rendez-vous 10h30, 10h, 10h30, je ne me souviens pas, mais en tout cas je me souviens bien. Le temps passe, il est 11h57 et je vois mon collaborateur à 11h57 qui commence à remettre son capuchon sur son stylo, à remettre son stylo dans la trousse, à fermer son cahier, attraper son petit cartable, le mettre sur ses genoux et ranger son cahier. Je lui dis, mais Jean-Louis, tu fais quoi là? Et devant le client, hein. Tu fais quoi là, Jean-Louis? Il me dit, avec son accent du sud-ouest, il va être midi, on va aller casser une petite graine. Et je lui ai dit, mais attends Jean-Louis, là tu y es pas du tout là. Je dis, monsieur Cross là nous fait l'honneur de nous recevoir, on n'a pas terminé nos sujets, et en plus, si on est chanceux, monsieur Cross va nous faire l'honneur de venir déjeuner avec nous. Comme ça, on pourra continuer à discuter de nos affaires. Voilà. Donc là, c'est par rapport au maintien conscient, par rapport à la façon de se tenir en clientèle, et ne jamais oublier l'objectif. Donc, je ne vous cache pas qu'il a pris un coup de pied sous la table. Hein. Donc, alors, il faut les prévenir, les collaborateurs. Moi, je les prévenais. Je dis, si tu dis une connerie, je te mets un coup de pied. C'est normal. Pour te taire. Voilà. Donc la qualification des rencontres, hein, l'objectif atteint, c'est quand on repart avec un cahier des charges, et idéalement, quand on repart, on est dans la phase d'après, on repart avec une commande du client. Réussir l'adéquation entre le besoin d'un prospect ou d'un client avec le cœur de métier de l'entreprise. Voilà. Bon, l'écoute permettra de bâtir la proposition du prospect, hein, puisqu'en fait, ce n'est pas ma proposition commerciale, c'est la proposition commerciale de la personne à qui je l'adresse. Hein. C'est surtout ça qui est important. Ce n'est pas mon projet, c'est son projet à lui. Voilà. Une façon de se démarquer de la concurrence, hein, aller chercher les besoins implicites du client. Dans un cahier des charges, on vous écrit le besoin explicite. Par contre, on ne vous dit pas que peut-être le chef de projet ou le directeur de projet, lui, il joue sa carrière, ou il joue son prochain avancement, ou il cherche tout simplement une reconnaissance dans son organisation, ou de l'argent. Voilà, ça peut être différentes choses. Voilà. Et puis, surtout par notre créativité. Parce que quand on fait une écoute active, eh bien évidemment, on est capable d'aller faire des choses qui se différencient de sa simple consultation et pouvoir, marquer des points par rapport à la concurrence. Voilà. Donc, la proposition commerciale, c'est quelque chose qui doit être soigné, hein, c'est quelque chose de très important, voilà, agréable à lire. J'avais l'habitude, moi, de mettre beaucoup d'illustrations, et même encore récemment, quand je faisais des offres sur le Japon, dans l'entreprise que je viens de quitter, donc au mois de janvier, j'avais systématiquement des illustrations, des images CAO, des photos, des fois de pièces, des photos de protos, quand on avait eu le temps de pouvoir faire des protos au client pour lui montrer, des copies d'écran si on parle de maquettage en projet informatique, par exemple. Hein. Et toujours avoir derrière la table des matières une synthèse pour le décideur. Le décideur, il n'a pas le temps, c'est une synthèse A4, éventuellement 2 pages, mais grand maximum. À ce moment-là, on fait du recto verso pour lui ôter la peine de tourner les pages. Et là, on est très clair. Le quoi, quel est ton projet? J'ai confiance dans la capacité à mon entreprise à réaliser ce projet. Et en plus, on va en faire une référence active. Vous allez être tellement content que vous aurez envie d'en parler et me faire ma communication. Voilà. Donc, et ensuite, on a le calendrier, la charge en jour homme, ça c'est pour les projets, on va dire immatériels, informatiques. Un calendrier provisionnel si on vend des pièces, si on fait de la pièce sur mesure, si on fait de la machine spéciale, des choses comme ça. Hein. Et le prix offert, les conditions de validité, la durée de validité de l'offre, et puis toutes les conditions, on va dire, commerciales associées, qui vont être l'Incoterm si on fait de l'international. Alors l'Incoterm, c'est un outil du commerce international qui permet de gérer le transfert de risque. Donc on a... vous imaginez dans une exportation, toute une opération d'exportation, la partie française jusqu'au port de départ ou à l'aéroport de départ. Et donc, dans chaque étape, vous avez un Incoterm qui régit le transfert de risque pour le client. Et vous avez, de l'autre côté, à l'arrivée, la même chose. Hein. Donc, la sortie de l'avion ou du bateau, le dépôt sur un moyen de transport jusqu'à l'acheminement chez le client final et sa mise en service. Voilà. Et donc, l'intérêt aussi, c'est de bâtir, et à chaque fois que j'avais des propositions consistantes à faire, donc importantes à faire, eh ben, je les bâtissais avec le client, en itération avec le client.
de manière à ce que ça devienne sa proposition. Hein. Voilà. Un exemple, je regarde le temps parce que ça passe. Alors je devrais vous parler de tout ça, mais je ne vais pas avoir beaucoup de temps et je ne vais pas le prendre. Donc on se retrouve chez Airbus à Brême avec mon commercial allemand, donc un certain Robert, et on est reçu par un homme charmant aux achats, donc avec une cinquantaine d'années, tout heureux de nous parler quelques mots de français. Heureux. Donc moi j'étais enchanté, bien sûr, accueilli en français. Et je lui dis, écoutez, monsieur Werner, je suis heureux et puis j'aimerais bien parler quelques mots d'allemand comme vous parlez ma langue. Donc très content. Ensuite on switch en anglais et puis on parle business. Et puis il me dit, voilà, j'ai mon contrat d'appel d'offres qui arrive à sa fin. Donc dans quelques semaines. Et donc on voudrait voir si vous pouvez soumissionner et puis si on peut faire affaire ensemble. Donc le gars, il parle français, donc il charge bien de positif. Hein, moi, ça me faisait plaisir. Et donc, j'écris sur mon cahier. Donc j'avais mon collaborateur Robert à côté de moi. Et je lui dis, Robert, tu demandes les prix de la concurrence. Je lui écris sur mon cahier. Puis je lui glisse mon cahier. Puis je lui montre du doigt. Je tapote mon cahier. Je lui dis, voilà. Alors il me regarde. Il devient blanc. Il me dit comme ça, du coin de la lèvre, il me dit, ça se fait pas en Allemagne. Alors, je reprends mon cahier, j'écris, j'insiste, en dessous. Et là, il me regarde, puis il me dit non. Alors à ce moment-là, je demande au client, je dis, est-ce que vous voudriez bien me servir une tasse de café? Donc il sort de la salle de réunion, il va à la cafétéria qui était de l'autre côté du couloir, il s'absente 30 secondes, quoi. Et là, je me retourne vers Robert, je dis Robert, tu poses la question. Je dis, si tu ne poses pas la question, c'est moi qui la pose. Tu ne poses pas la question, monsieur Werner revient, merci pour le café. Je dis, monsieur Werner, pour m'aider à vous aider, et donc à baisser vos prix d'achat, vos budgets d'achat, est-ce que vous seriez prêt à me donner les prix auxquels vous achetez les pièces aujourd'hui? Alors, un petit moment d'hésitation, puis il me dit, non, mais ça, c'est pas possible. Ici. Donc, si c'est pas possible ici, je lui dis, monsieur Werner, ce que je vous propose, comme on a passé quelques jours ici sur Brême, ensuite on monte sur Hambourg, je vous propose qu'on dîne ensemble. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes d'accord pour nous amener les prix auxquels vous achetez les pièces aujourd'hui? Elle me dit, si c'est au restaurant, alors d'accord. On est reparti, on avait une petite feuille, un format A5, donc à moitié d'A4, on avait les prix de la concurrence. On avait toutes les références et les prix de la concurrence. Quelques semaines plus tard, on emportait le projet. Voilà. Donc c'est là où je vous dis, il faut oser. On n'a pas toujours les réponses, mais si on ne pose pas les questions, on n'a jamais les réponses. Il faut oser. Autre exemple, A340, 500, 600, un Airbus double couloir long courrier d'Airbus Toulouse. En 97, on reçoit une consultation sur l'étanchéité entre les mâts moteurs, donc ce qui relie les moteurs à la structure. Il y a des capots composites et donc c'était pièces d'étanchéité technique. Hein. Parle bien dans le micro pour que tout le monde puisse. Et donc, je reçois une consultation donc je remercie le client, merci beaucoup de la consultation, avec la solution du concurrent, avec la solution de celui qui est en place sur d'autres programmes, pour des questions évidentes de bon sens, quoi. Donc je dis au client, écoutez, si vous voulez la solution du confrère, allez mon confrère, moi je ne peux rien pour vous. Je dis maintenant, par contre, plutôt que d'exprimer une solution, exprimez un besoin. Exprimer une vraie expression de besoin et pas une solution. Donc on a travaillé avec le client, on a retiré la solution du client dans sa consultation, on a travaillé sur les jeux, les pressions aérodynamiques pendant les phases de vol, etc. Et donc on a proposé une solution innovante qui a été généralisée après sur tous les Airbus. Alors pour d'autres raisons, on n'a pas fait l'affaire. Par contre, c'est mon concurrent, puisqu'entre-temps, mon groupe rachetait ce concurrent. Voilà, je pourrais vous parler de la DRE aussi, direction des relations économiques extérieures. J'étais dans l'informatique, là, j'ai déroulé la méthode, la checklist à la lettre, et on a emporté un très gros projet donc, sur la gestion des postes d'expansion économique. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Business France. Avant, ça s'appelait les postes d'expansion économique. Voilà. Et puis ce projet exceptionnel aussi, je rencontre le décideur final, donc ce qu'on appelle le Very Important Top Officer, le 14 juillet. Le gars, il me dit, je suis de permanence à Bercy, on sera tranquille, venez me voir le 14 juillet. Je vais le voir le 14 juillet. Je suis dans son bureau, le téléphone ne sonne pas, il n'y a personne. Bercy, c'est un désert. D'un seul coup, on entend les avions, vous savez, la patrouille d'offense qui ouvre le bal aérien. Je lui dis, ça, c'est les Alpha Jet de la patrouille de France. Il me dit, écoutez, monsieur Souillard, on laisse nos affaires, on monte sur le toit de Bercy.
On a passé 40 minutes à regarder les avions passer. Et j'ai pu lui dire, bah voilà, ça c'était l'avion, tel avion, tel avion, tel avion, etc. Quand on est redescendu, j'ai repris ma checklist, on a déroulé. Quelques semaines plus tard, on gagnait le projet. Un très gros projet, 1,2 million de francs, de francs à l'époque. Et ce projet m'a permis de faire le projet d'après à la compta publique, donc le traitement automatique des chèques. Donc, parce que le projet se passait bien et puis il m'avait pris à la bonne. Par contre, attention, je bossais. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Alors là, je ne vais pas tenir le délai. Hein. Je suis désolé, Héloïse. Donc je passe assez vite sur ces projets-là. Donc on a fait tout notre boulot en amont sur des questions ouvertes. Et puis à un moment, voilà, on a fait tout le taf. On a fait la proposition, on l'a remise, on a rencontré tous les gens qui vont participer à la décision. Et donc on arrive à un moment où on va poser les questions fermées. En fait, la question des questions, c'est vous avez la proposition, nous l'avons bâtie ensemble, elle répond à votre besoin. On commence quand? Vous avez le budget, on commence quand? Et là, moi, j'ai vécu ça sur un projet dans l'armée de l'air. J'espère que ça va se... Hop, pardon, je vais trop loin. Voilà, petite maquette, petit projet, 300 000 francs à l'époque. Hein. Donc je rencontre un décideur et j'ai déroulé cette méthode-là. Et donc, on obtenait une première maquette avec le commandement opération air. C'est la gestion de tous les moyens aériens qui sont dans le monde entier en détachement. Les avions, leur état, est-ce qu'ils sont en service, est-ce qu'ils sont en maintenance, est-ce qu'ils sont en panne, etc. Et puis les armements qui peuvent se monter dessus pour les opérations extérieures. Voilà. Et donc, finalement, le commerce est assez simple. Et si on est bien dans notre entreprise, bien dans notre métier, bien dans notre fonction, on a confiance en nous et on donne confiance aux autres et on donne envie de travailler avec nous. Voilà. La concurrence, ne jamais la sous-estimer. Ça, c'est quelque chose que j'oublie jamais non plus. Et c'est pareil pour un entretien d'embauche. Il faut toujours se dire quand vous rentrez chez un prospect ou même chez un client que vous avez soit un concurrent qui vient de sortir ou soit, quand vous sortez, un concurrent qui va rentrer. Donc il faut être le meilleur. Voilà. Le plus séduisant. Ne jamais dire de du mal les concurrents, laissez les concurrents faire. Voilà. Challenger 300, on est chez Bombardier, donc au Canada. Je rencontre le patron technique de toutes les portes sur l'avion. C'est un avion d'affaires, un petit avion d'affaires qui a été lancé donc, dans les années 2003 à peu près. Et porte-passager. Très belle pièce. Vous imaginez une embrasure de porte comme ça, en plus avec un rayon qui pourrait épouser le fuselage, avec un joint très, très technique, vraiment très, très technique. Valeur de l'affaire, grosso modo, 300 000 € à peu près. Donc je dis au technicien, est-ce qu'on peut soumissionner? Il me dit, je ne sais pas, je pense que le coup est parti avec le concurrent anglais. Il faut voir avec les achats. Je dis, bon, mais qui est l'acheteur? C'est un certain Mike Simmons chez Learjet à Wichita, dans le centre des États-Unis. Je lui dis, Kit, est-ce que tu peux m'introduire auprès de Mike? Il envoie un courrier électronique, il me met en copie. Je l'emmène déjeuner pour le remercier. Je le redépose à son poste de garde et je fonce à l'hôtel. J'ouvre mes courriers électroniques. Les Américains sont comme ça, hein, c'est business. Il avait reçu les mails, il avait déjà répondu. Il m'a dit, OK, on peut discuter. Je lui dis, Mike, je suis Thierry Souillard de la société Hutchinson. J'aimerais pouvoir soumissionner. Il me dit, dans 48 heures, je passe la commande. Tu as 48 heures pour me faire une offre. Je rentre à l'hôtel, je récupère le fichier CAO du technicien avec qui j'avais déjeuné. Donc tout ça, ça va très vite parce que la personne me connaît. J'envoie ça en France, avec décalage horaire aidant. Le lendemain midi, je reçois le devis de la pièce. Je fais mon offre avec une partie outillage et une partie prix de pièce, avec des quantités de 5 à 10. J'envoie chez le prospect. Je ne l'avais pas rencontré. Hein. Il me répond, il me dit, je ne veux pas payer d'outillage. 0 outillage. Donc je refais un calcul dans ma chambre d'hôtel, rapidement, sur un papier. Je vais intégrer les outillages. Je vais augmenter ma quantité de pièces. Au lieu de vendre 5 ou 10 pièces, je vais passer à 50. Je vais rediviser mon outil par 50. Je vais remonter un petit peu mes prix parce que comme il n'y a pas d'outillage, le prix va être plus cher obligatoirement. J'augmente au passage un petit peu ma marge. Je renvoie au prospect. J'attends. Je doute. Il me dit « I agree ». La semaine suivante, on avait la commande. 300 000 €. Deuxième commande chez Bombardier. C'est simple. Hein, voilà, il suffit d'écoute active. Tous les gens qu'on rencontre nous donnent les clés.
nous donne les clés. Il suffit de l'écouter, de prendre des notes et puis d'agir. Bon, je vous passe Kawasaki au Japon, c'était quelque chose d'important. Alors, je vous ai fait un petit crowbar à la main parce que j'ai changé de PC tout récemment après une aventure lamentable chez Macintosh. Et en fait, après toutes mes années de PC, je n'ai pas réussi ma mutation. Et donc, en fait, dans une offre de prix, vous avez globalement 3 prix. Vous avez on va dire un prix d'annonce, c'est le prix que vous annoncez à votre client dans votre proposition. Vous avez un prix objectif, c'est le prix auquel vous souhaitez vendre pour garantir la marge de l'entreprise, etc., conformément à la politique de prix. Puis vous avez un prix limite sur lequel vous ne serez jamais prêt à descendre, sauf exception, si vous avez des belles contreparties, des promesses de business futur. Voilà. Et puis à chaque fois, vous avez plusieurs trajectoires. Vous avez la trajectoire noire, la trajectoire verte, la trajectoire rouge. Et puis à chaque fois qu'on baisse des prix, on peut demander des concessions, voilà, aux clients. Donc, et ces concessions commerciales peuvent être dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut supprimer des options définitivement d'un produit. On peut tout simplement les reporter sur un avenant futur, sur un budget de l'année d'après, par exemple. On peut faire la qualification par le client. On peut avoir une durée de contrat plus longue. Moi, au Japon, par exemple, le client voulait... donc, je suis tombé sur ma caverne d'Alibaba chez Kawasaki Heavy Industries. Le client voulait un contrat de 3 ans. On a fini à 10 ans. 10 ans avec des prix fermes. Et je peux vous dire que sans formule de révision, on gagnait bien, très très bien notre vie sur cette affaire-là, avec notamment la notion de courbe d'apprentissage. Voilà. On peut comment dire, avoir un acompte plus important si on est sur une fourniture de machines ou de pièces. Des délais de paiement plus courts aussi, au lieu de payer à 45, 90, 120 jours des fois, ou parfois il n'a pas prévu de payer. Notamment en Italie, par exemple, on est à plus de 180 jours fin de mois, ce qui vous emmène plus les retards. Voilà. Et donc, ou changer l'incoterm pour le transfert de risque aussi, parce que ça coûte de l'argent. Voilà. La négo à plusieurs, ça c'est aussi épique. Donc, toujours avoir les techniciens sous contrôle, ne jamais laisser un technicien seul avec un client, parce que le technicien, comme il n'est pas habitué à la relation client, il a besoin de faire des phrases. Et c'est là où il raconte des bêtises. Voilà. Des fois, il est sincère en plus pour se rassurer, et ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Et puis, la position aussi de chacun au restaurant, dans la salle de réunion est importante. On met les chefs avec les chefs, on met le commercial en face le patron des achats, on met le qualiticien en face le qualiticien, et puis le directeur technique en face le patron technique aussi de l'entreprise, de la structure en face. Voilà. Bon, je ne vais pas plus loin sur cette affaire-là. Peut-être cette affaire-là qui est intéressante chez Thales 3D Maroc. Le client me fait un peu comme Airbus tout à l'heure. Il me dit, voilà, je veux vous commander 2 machines et je veux ces 2 machines-là. Je suis d'accord. Pourquoi voulez-vous ces 2 machines-là? Alors il m'explique, etc. Il voulait faire du titane, etc. Et moi, tout de suite, ça fait tilt en le faisant parler. Et je veux faire de la grande série. Je veux pouvoir en 24/7, 365 jours sur 365, avoir des maintenances très réduites. Et il s'avère que j'ai dans mon portefeuille une machine qui est extraordinaire pour ça. Une machine très robuste, alors que celle qu'il avait a priori choisie ne l'était pas. Et donc je lui dis non, je ne vous vendrai pas. Au début, je le vous voyais. Entre-temps, c'est devenu un ami. Je lui dis, écoute, Jean-Claude, je suis désolé, je ne vous vendrai pas cette machine-là. Il dit, ah bon, pourquoi? Mais je dis, parce que ce n'est pas celle dont vous avez besoin. Donc on est en février 2017, première rencontre avec le client. La consultation, en pleine consultation, je prends le train en marche. Et là, je vais passer quasiment 6 mois à lui fournir des arguments de manière à ce qu'il accepte ma recommandation. On a livré la machine en fin 2018, donc juste avant que je change de société en plus. Et aujourd'hui, quand on a été libéré du premier confinement, cette personne qui était à Casablanca au Maroc est revenue à La Défense, chez Thales, au siège social de Thales. On a déjeuné ensemble dans le CNIT et il m'a dit comme ça, tu sais Thierry, je te remercie quand même de m'avoir conseillé cette bécane, parce qu'elle tourne comme une horloge. Voilà. Donc, c'est finalement... Voilà. Bon, je veux pas aller trop loin, mais après, quand on est dans les phases de réalisation de projet, c'est là où les emmerdes commencent. Toute la partie dont je vous ai décrite, la phase amont, etc., aller chercher les commandes, c'est le plus facile. Et on se dit, les premières fois où j'ai gagné des projets informatiques, je me suis dit, chouette, j'ai fait le plus dur. Je peux vous dire que c'était loin d'être le plus dur.
Et j'en ai bavé, hein, parce qu'il fallait faire accepter les avenants, des modifications. C'est pas dans le cahier des charges, c'est dans le cahier des charges. Donc l'un dit ça l'est, moi je dis ça l'est pas, mes ingénieurs disent ça l'est pas. Donc il faut négocier. Et puis il y a toujours des aléas dans les projets. Il faut simplement les gérer en toute transparence, parce que bien souvent les clients en fait nous aident à trouver des solutions. Soit ils nous disent faites-moi ça maintenant, je vous passerai un avenant l'année prochaine. Je vais trouver une queue de budget quelque part en fin d'année pour vous indemniser. Ils nous trouvent les solutions. Voilà. Et puis un client satisfait, c'est extrêmement important parce que ça nous permet même d'en gagner un autre. Les affaires Japon, par exemple, n'ont pu se faire que parce que ça s'était bien passé avec Bombardier au Canada, qui m'ont permis d'aller chez Mitsubishi, et puis Mitsubishi, Kawasaki, etc. Donc là, on est dans des phases de prospection pure. Voilà. Bon, je vous laisse 5 minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Il faudra que je revienne à vos situations en entreprise, peut-être, vos objectifs, puisque vous allez bientôt être diplômés, enfin en tout cas les personnes qui sont dans la salle, ou alors via le live, n'hésitez pas à envoyer à causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Une question peut-être? Oui, j'apporte le micro. Alors, j'ai pas de réponse à votre question pour le moment parce que j'ai pas d'objection, si ce n'est l'affaire que j'ai perdue. Si ce n'est l'affaire que j'ai perdue au centre AFPA. D'ailleurs, le patron technique est un ami, hein, est un copain. Donc, il y avait eu le confinement, sinon j'aurais pu m'arrêter, boire un café avec lui et puis lui dire qu'il avait fait le mauvais choix. Et en plus, il a fait le mauvais choix parce que la machine qu'il a achetée, il a beaucoup de problèmes avec. Beaucoup de problèmes avec. Donc, en effet... il y a des affaires au début, oui, j'étais pas éligible, j'ai voulu forcer. Alors la maquette du commandement opérationnel R, par exemple, on a fait la maquette, petit contrat, 300 000 francs. À l'époque, ça se passait en bon de commande, comme ça, une commande fermée. On n'a pas eu le projet derrière parce qu'on n'était pas assez gros. On n'était pas connu dans la défense. C'est une société comme Sopra Steria qui avait gagné le projet parce que, bien sûr, travaillait avec le ministère de la Défense, des contrats cadres, donc le cadre juridique était déjà ficelé et il piochait des budgets de la charge, en fait. Vous aviez une autre question? Pardon. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de votre checklist, des choses auxquelles vous pensiez en entretien avec quelqu'un. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de questions non, justement, d'éléments de checklist auxquels penser en entretien Je pourrais vous la reconstruire, suivant... en plus, vous avez peut-être une arrière-pensée concernant un projet que vous avez, vous, personnellement? Non, pas du tout. C'est facile, c'est comment... en fait, quelles sont les raisons qui vous poussent à lancer cette consultation? Donc souvent, le client va vous dire, j'ai mal, hein, j'ai une douleur, on a des arrêts de chaîne de production, mon fournisseur me livre des produits qui ne sont pas conformes, il n'est pas réactif, et puis ma direction générale me demande de baisser mes coûts d'achat de 30%. Donc il faut qu'on cherche des solutions. Voilà. Après, donc, cette première question, vous pouvez rebondir, il vous répond, il dit, ou alors, si quelqu'un, par exemple, a des problèmes de rupture de chaîne ou des problèmes de qualité sur son ensemble ou un ensemble supérieur qui est toujours en panne, et comment faites-vous aujourd'hui pour réparer? Il dit, aujourd'hui, on traite que des urgences. Moi, j'ai un client, j'étais dans l'aéronautique, à l'époque, le Joint français, de l'autre côté de la Seine, là, à Beson. On livrait en taxi des taxis quotidiens. On livrait des pièces à Villaroche. On faisait des norias de taxis quotidiens que le client payait. Je vous laisse imaginer. La contrepartie là-bas sur place, c'est qu'on arrêtait un programme qui s'appelle le CFM 56-7. Donc c'est les moteurs du 737 de nouvelle génération, avec Boeing dedans. On n'arrête pas un avion qui se livre, pas comme des voitures, mais qui se livre en très grande quantité. Donc... voilà, et c'est toujours des questions pourquoi et comment. Comment faites-vous? Pourriez-vous m'expliquer, etc. Hein. On a une autre interrogation. Il nous reste quelques minutes. J'espère que j'ai répondu à votre... Bonjour. Bonjour. Vos compétences d'ingénieur commercial, vous les avez... Vous entendez? Oui. Oui. Vos compétences d'ingénieur commercial, vous les avez obtenues au CESI. Alors, le CESI m'a aidé. À l'époque, il y avait... on travaillait beaucoup sur l'aspect humain. Je pense que c'est toujours le cas, peut-être. Sur ce que vous appelez aujourd'hui les soft skills, les jeunes travaillent.
Alors, il Ok. faut savoir que moi, même dans l'armée de l'air, j'avais toujours un excellent relationnel. Génétiquement, j'étais programmé pour ça. Voilà. Par contre, le saisie a révélé. Bon, je me souviens, on était allé à la montagne, dans les Alpes, et donc le matin, on travaillait sur justement tous ces aspects-là en petits groupes. Et au bout d'une semaine, c'était évident pour moi qu'il fallait de l'interface client. Alors avec pudeur, parce que j'étais ingénieur, voilà, donc avec un background technique, je ne me voyais pas commercial. C'était un gros mot pour moi, commercial. C'était un gros mot. Et donc, alors timidement, du bout des lèvres, j'avais mis ingénieur d'affaires, chef de projet, avec une dimension économique. Voilà, parce que commercial, c'était... Non. Commercial, j'étais aussi dans les clichés. Le commercial parleur, hableur, etc. Toujours bien sapé. Ça, ça existe, mais ce n'est pas le commercial. Commercial, c'est un taiseux. Hein. Celui qui mène une entrevue, c'est celui qui pose des questions. Ce n'est pas celui qui parle. Celui qui parle, c'est votre interlocuteur que vous rencontrez. Ok. Donc, après, ça se travaille. Et puis, si vous avez de l'entre-gens, si vous avez pile vraiment... du soir. Ça, c'est mon... Il est 14h. Moi, c'est un bon... J'ai pas encore enlevé l'option. Donc voilà. Mais alors ceci dit, si ça vous intéresse ou si certains d'entre vous intéressent, envoyez-moi des messages sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci. On va pouvoir conclure et puis n'hésitez pas à envoyer les questions donc à Monsieur Souillard. Merci à lui, on peut le remercier pour cette causerie très opérationnelle. Je suis certaine que les exemples qu'il vous a fournis vont être une source de réflexion et de richesse pour vous. Ne pas oublier que les causeries, c'est ça. Monsieur Souillard, vous parlez tout à l'heure des déjeuners, des dîners d'affaires, des rendez-vous d'affaires. J'ai une dernière question. Ah. Est-ce que vous pourriez lever la main pour voir si ça vous a plu? Bon, bah voilà, on est bien. Merci. Et gardez ça en tête. Excusez-moi, juste gardez ça en tête. C'est-à-dire que les causeries, ça permet de vous avoir pour vous des connaissances sur plein de sujets qui permettront de faire des liens avec des gens dans votre réseau professionnel, d'entamer des discussions, permettre de vraiment enrichir des contacts et des liens qui vous permettront d'aller plus loin et d'aller jusqu'à votre proposition commerciale, puisque tout le monde ne fera pas du business, mais nombre d'entre vous auront cette dimension-là dans vos futurs emplois. Donc, surtout, prenez vraiment ça en compte, la curiosité, la culture générale, c'est un vrai atout dans n'importe quel métier. La technique ne suffit pas. Le comportement, c'est très important, et l'ouverture aux autres et voilà, à tout ce qui vous entoure. Enrichissez-vous tous les jours et on est là pour vous aider à ça. Et Voilà. je suis profondément attaché au saisie, même si le saisie a beaucoup changé. Hein. Donc si je suis à disposition pour même bâtir peut-être un cours spécial sur le business développement. Comme je le disais à l'époque, on avait eu un cours par un ingénieur d'affaires. Le type, il lisait le Mercator. Donc au bout d'une séance et demie, on lui a dit merci, on vous paye les deux séances et puis vous repartez, monsieur. On sait lire nous-mêmes, donc on n'a pas besoin de vous. On vous attend nombreux pour la semaine prochaine. La causerie, ça sera sur une thématique d'actualité, évidemment, la transition écologique en faveur de la performance industrielle. Donc, on est vraiment sur une thématique qui vous touche. Donc, on vous attend via le live. Nombreux, n'hésitez pas à transférer toutes les infos. Et si vous avez des questions, je vous le rappelle, n'hésitez pas, causerie au pluriel idfc@saisie.fr et les replays sur la chaîne YouTube Saisie, les playlists Causerie Saisie. Merci à tous, bon après-midi, prenez soin de vous.